Donc bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette opportunité d'intervenir aujourd'hui sur ce webinaire. Je me présente, je suis Adélie Asselin, je suis chargée de mission coordination et animation externe pour le programme européen LIFE et je travaille au sein de la direction de l'action européenne et internationale au sein du ministère de la Transition écologique. Je travaille avec d'autres personnes qui sont dans certaines directions du ministère sur LIFE, mais je présenterai un peu plus tard en deuxième partie notre équipe et notre rôle et comment est-ce qu'on peut vous appuyer dans votre montage de projet, etc. Pour commencer ma présentation sur le programme européen LIFE, ce programme est un programme qui est historiquement dédié exclusivement à l'environnement, la conservation de la nature et l'action climatique. C'est le seul qui y est exclusivement dédié. Il a été créé en 1992 et depuis 1992, on a environ 150 projets qui sont lauréats chaque année en Europe dans ce programme. Actuellement, nous sommes dans la programmation 2021-2027 pour laquelle un budget total de 5,43 milliards d'euros est dédié au programme. Je reviendrai sur le calendrier, le budget de cette année un peu plus tard. Et donc, sur le fonctionnement du programme LIFE, on fonctionne avec des appels à projets qui sont publiés avec une cadence annuelle. Donc, chaque année, au printemps, on a tous les appels à projets qui sont publiés et les délais de soumission pour ce programme s'étendent chaque année jusqu'à l'automne. Mais pareil, je reviendrai sur le détail du calendrier 2025 dans la suite de ma présentation. Concernant la mise en œuvre des projets dans le cadre de ce programme, ces projets doivent être mis en œuvre dans les territoires éligibles au programme, c'est-à-dire l'entièreté de l'Union européenne, y compris bien sûr les territoires d'outre-mer, donc les RUP et les PETOM, et également d'autres États qui sont associés au programme. Chaque année, la liste est quelque peu actualisée, mais on a un certain nombre de pays qui intègrent le programme au fur et à mesure, qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui intègrent le programme. Donc, je vous ai remis la liste, mais voilà, elle est à vérifier chaque année si jamais il y a des nouveaux pays qui intègrent cette liste. Ça, c'est pour la mise en œuvre des projets. Maintenant, je vais parler un petit peu de qui peut faire monter un projet LIFE, qui peut faire partie d'un projet LIFE. Donc, toute entité juridique, qu'elle soit publique ou privée, à partir du moment où elle est établie dans un des pays, soit de l'Union européenne, soit associée au programme, peut faire partie d'un projet LIFE. Quel que soit son type, sa nature juridique, que ce soit une entreprise, une association, une ONG, une collectivité territoriale, un institut de recherche, tout le monde peut faire partie d'un projet LIFE. La seule condition qui existe est sur le coordinateur du projet, uniquement sur le coordinateur, pas sur ses partenaires. Pour être coordinateur d'un projet LIFE, il faut exister depuis plus de 3 ans. Et également, la capacité financière du coordinateur en fait, sera vérifiée, puisque c'est à lui que va être attribuée la gestion de la subvention. Donc, sa capacité financière à assumer la bonne gestion des fonds sera vérifiée par la Commission européenne. Mais voilà, c'est les seules conditions qui existent sur les rôles de coordinateur de projet. Et pour ce qui est du pôle un peu de partenaires, on peut candidater sans partenaire, ou alors en partenariat. Donc, quand même, dans la majorité des cas, on a un consortium de partenaires qui se fait, mais qui peut être de nature très variée. Par exemple, soit transnational ou non. Il n'y a pas de conditions obligatoires pour le volet transnational, sauf pour le volet énergie, mais j'y reviendrai par la suite. Pour tous les autres volets, vous pouvez faire du franco-français ou alors, au contraire, vous associer avec des entités d'autres pays membres du programme. Et également, bien sûr, le partenariat public-privé est tout à fait possible et même très, très fréquent. Donc, par exemple, des collaborations entre entreprises et collectivités ou entreprises et instituts de recherche, etc. Voilà. En résumé, on est assez libre. Voilà, il y a juste une condition sur la coordination de projet. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail du programme, ce programme est divisé en 4 sous-programmes. Le sous-programme Nature et Biodiversité, qui est vraiment le volet historique depuis la création du programme, et les autres volets qui ont été rajoutés par la suite, donc le volet économie circulaire et qualité de vie, le volet atténuation du changement climatique et adaptation, et le volet transition vers une énergie propre. Donc, dans cette programmation actuelle 2021-2027, ils ont chacun un budget qui leur est attribué. Et donc, chaque année, voilà, les appels à projets sont publiés dans ces sous-programmes-là. Donc, on a différents types de projets qui peuvent être financés par le programme LIFE. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les projets d'action standard, qui sont donc la majorité des projets qui sont financés dans le cadre du programme, ceux pour lesquels il y a le plus de lauréats. Mais voilà, je vous ai quand même listé les autres types de projets qui peuvent exister. Par exemple, certains projets stratégiques intégrés, qui sont des beaucoup plus gros projets. Si jamais vous êtes intéressé, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais voilà, c'est aussi d'autres types de projets qui existent dans le cadre du programme LIFE. Donc, pour présenter un peu plus les 4 sous-volets, donc je rentrerai encore plus dans le détail ensuite par thématique, mais voilà, on va aller dans un ordre un peu progressif.
Donc, dans le cadre des projets LIFE et donc notamment des projets d'action standard, ce qui va être financé, ça va être soit des projets donc, dits de démonstration, donc c'est-à-dire qu'on a une solution qu'on va chercher à mettre en œuvre dans des conditions réelles, donc solution d'une approche déjà connue, mais qu'on va chercher à démontrer dans des nouvelles conditions ou dans des conditions réelles. Donc, dans des projets d'innovation qui sont des projets où on va chercher à mettre en œuvre une solution radicalement améliorée ou complètement nouvelle, donc vraiment d'innovation, et pareil, donc mettre en œuvre, la tester dans des nouvelles conditions. Ou alors les projets de bonne pratique, c'est-à-dire qu'on a des approches qui sont déjà éprouvées et efficaces et qu'on va venir mettre en œuvre via le programme LIFE. Dans tous les cas, systématiquement, tous ces projets-là ont pour objectif donc, de transformer les plans, les stratégies, les réglementations de l'Union européenne en actions concrètes. Et donc, tous les projets sont à rattacher à une priorité, à une réglementation de l'Union européenne. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 4 sous-volets dans le programme, 3 qui fonctionnent un peu pareil, donc nature et biodiversité, économie circulaire et qualité de vie et action pour le climat, et le volet énergie qui a un fonctionnement un petit peu différent. Donc, chacun de ces volets se décompose ensuite en priorité. Donc, par exemple, dans le volet nature et biodiversité, ce qu'on va chercher à financer, c'est des projets qui vont chercher à mettre en œuvre des actions pour la conservation des habitats et des espèces ou la protection des écosystèmes, donc de tout type, qu'ils soient marins ou terrestres. Dans le volet économie circulaire et qualité de vie, qui est un volet très large, puisque le terme qualité de vie regroupe en fait vraiment beaucoup de thématiques, on va avoir des projets qui vont s'inscrire dans la thématique, donc économie circulaire et gestion des déchets, bien sûr, mais aussi la lutte contre l'ensemble des pollutions, donc pollution dans l'air, pollution des eaux, pollution dans les sols, même la lutte contre la pollution sonore, et également la gestion durable des ressources, donc la ressource en eau, la ressource marine, la ressource côtière, etc. Dans le volet action pour le climat, qui se divise donc entre atténuation et adaptation, on va chercher d'une part la réduction des émissions dans les secteurs clés, notamment l'énergie, le transport et l'agriculture, mais pas que. Et dans le volet adaptation, le renforcement de la résilience des infrastructures et des écosystèmes. Donc, ces 3 volets-là ont le même type de fonctionnement que je vais vous présenter juste après. Le volet énergie, lui, est un petit peu différent puisqu'il est prescriptif avec chaque année la publication d'appels à projets très précis dans lesquels il faut s'inscrire. Je reviendrai en détail dans ce 2025. Mais donc voilà, on a donc 3 volets pour lesquels en fait on va avoir chaque année une liste de priorités qui va être publiée. Il va falloir relier notre projet à l'une de ces priorités donc voilà, et y répondre. Tandis que dans le volet énergie, on a vraiment une liste d'appels à projets, donc de cette année 12 appels à projets, dans lesquels ils doivent savoir parfaitement s'inscrire et pas juste relier notre projet à une priorité. Mais on reviendra un peu plus dans le détail puisque je vais faire un focus ensuite sur eau et énergie dans ces différents volets, donc vous aurez peut-être une meilleure vision de ce que je veux dire une fois que je pourrai l'illustrer par des exemples plus précis. Et donc, dans le volet énergie, on va chercher principalement le développement des énergies renouvelables et également plusieurs volets sur l'efficacité énergétique des bâtiments et dans l'industrie. Donc, pour les 3 premiers volets, comme je vous ai dit, qui fonctionnent de la même manière, dans la majorité des cas, les projets qui vont être financés sont des projets qui sont dits d'action standard. Donc, c'est ces projets-là qui visent à mettre au point, démontrer, promouvoir des techniques innovantes, des solutions innovantes, les tester dans des conditions réelles. Tout ça en les reliant toujours, comme je vous l'ai dit, aux politiques et réglementations de l'Union européenne en matière d'environnement. Et donc, l'objectif de ces projets, c'est en fait vraiment de servir de tremplin, c'est-à-dire qu'on part d'une solution qu'on voudrait tester, et derrière, une fois le projet là fini, ce que la Commission européenne va chercher, c'est que votre solution puisse être déployée à plus grande échelle, donc régionale, nationale, voire même plus. Et donc, c'est pour ça, dans ce cadre-là, que LIFE est tout à fait adapté aux projets commerciaux, c'est-à-dire qu'on va partir d'une solution, par exemple, qui vient de sortir de phase de R&D. Le projet LIFE va vous permettre de financer la mise en place du démonstrateur, les tests, etc. Et aussi, donc derrière, en fait, le passage de votre solution en phase de production et derrière de commercialisation. C'est vraiment un peu, donc par exemple, dans le cas d'un projet de LIFE commercial, c'est vraiment cette phase-là sur laquelle LIFE va vous permettre de trouver un financement sur cette phase de passage à l'échelle, déploiement, mise en œuvre de votre solution. Voilà. Et donc, pour ces projets-là d'action standard, sur les budgets et la durée, pour les budgets moyens, on est à entre 2 et 4, 5 millions d'euros de budget global d'un projet.
avec un cofinancement standard de l'Union européenne de 60% de votre projet, donc 40% de cofinancement qui reste à apporter, et sur des durées de projet de entre 2 et 5 ans, voire un peu plus pour le volet nature et biodiversité. Là, on parle bien de moyenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fourchette stricte, à part sur les projets qui font moins de 500 000 euros. Ça, c'est considéré comme pas assez, enfin, pas adapté au programme LIFE, mais il n'y en a pas de fourchette stricte sur le financement et la durée. La seule chose qu'il faut, c'est que vos actions soient cohérentes avec le budget et la durée de vos projets, voilà, que vous voulez mettre en œuvre. Il faut que la durée que vous consacrez à votre projet vous permette de mettre en œuvre l'ensemble des actions que vous décrivez dans votre projet. Et donc maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail de qu'est-ce que concrètement un projet LIFE. Donc un projet LIFE, c'est un projet qui va chercher à résoudre un problème environnemental. Quand je dis ça, c'est-à-dire que au moment où vous déposez votre candidature, vous devez avoir donc identifié un problème environnemental que vous voudriez résoudre et surtout en avoir déterminé toutes les causes et les origines de ce problème. Donc en fait, avoir déjà votre état des lieux dans la situation initiale, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a été identifié comme problématique. Et donc cette espèce d'état des lieux doit être fait avant le dépôt de votre candidature. Vous devez vraiment connaître votre territoire, votre problématique, dans quoi est-ce que vous allez vous inscrire. Et donc, en fait, ensuite, vous allez décrire votre projet LIFE pour chercher à résoudre, donc via ce projet, avec des axes d'approche multiples, ce problème et donc résoudre ou au moins, comment dire, aborder à minimum toutes les causes que vous avez réussi à identifier pour que derrière, à la fin de votre projet, on ait une amélioration complète et pérenne de ce problème initial. Donc, je vais m'illustrer par un exemple d'un projet français qui a été lauréat dans le volet la colle, économie circulaire et qualité de vie, je crois, si je ne me trompe pas, pardon. Donc pour un montant total de 1,47 million d'euros qui a été donc cofinancé à 55% pour une durée de 3 ans. Donc voilà, c'est à peu près les ordres d'idées de prix et de moyens que je vous ai indiqués juste avant. Et donc c'est un projet qui est piloté par une start-up qui implique donc 3 blanchisseries dans 3 pays différents, donc en France, en Espagne et au Luxembourg, une université française et un institut de recherche espagnol. Et donc, avec ce consortium et ce moyen, le projet il vise en fait à mettre en œuvre donc, une solution innovante pour le recyclage des eaux usées dans ces 3 blanchisseries. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir la mise en place, donc on va dire la finalisation, la mise en place des prototypes, les tests des prototypes, le déploiement de cette solution, donc pour en fait démontrer l'efficacité de la solution, mais aussi son efficacité économique, son efficacité environnementale sur la ressource en eau, la réduction des déchets polluants, des rejets polluants. Et donc, on est vraiment dans une solution commerciale qui, derrière, va chercher à être commercialisée. Et donc, voilà, maintenant que vous avez votre référence de départ qui est connue et la liste d'actions que vous allez présenter dans votre projet LIFE, ce qui va être jugé par les commissions européennes, c'est qu'en fait, les impacts que vous souhaitez atteindre à la fin grâce à la mise en œuvre de vos actions. Donc, c'est des impacts qu'on va vous demander de pouvoir mesurer. Il faut des impacts mesurables et ambitieux sur l'environnement que vous allez pouvoir mettre en miroir par rapport à votre référence de départ connue. Par exemple, dans le cadre du projet que je viens de vous présenter, le titre n'est pas long, je suis désolée. Dans le cadre du projet que je viens de vous présenter, dans leurs impacts qu'ils avaient annoncés au moment du dépôt de candidature, on avait par exemple l'installation des 3 prototypes dans les 3 pays avec une réduction avec un potentiel de réutilisation de l'eau de 50% à attendre à la fin du projet. Donc pour réduire la consommation de l'eau avec un impact mesurable annoncé au début du projet. Pareil sur le taux d'élimination des micropolluants émergents, etc. Il y avait d'autres impacts. Là, c'est certains des impacts qu'ils avaient annoncés au démarrage de leur projet. Et donc, c'est vraiment un peu ce jeu de miroir que le projet LIFE va juger, c'est-à-dire comment, grâce à vos actions, vous allez pouvoir améliorer votre situation initiale qui est connue, et donc comment on va pouvoir, de manière chiffrée, la mesurer à la fin de votre projet. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'un projet LIFE, par contre, n'est pas ? Le projet LIFE ne pourra pas être centré autour des coûts d'infrastructure. Vous pouvez avoir des financements d'investissement, mais ça ne doit pas être la majorité de votre projet LIFE, puisque, comme je vous l'ai dit, il va vraiment falloir avoir des axes d'approche multiples qui va pouvoir améliorer de manière pérenne une solution. Donc, il va falloir avoir d'autres types d'actions que des coûts d'infrastructure dans le cadre de votre projet. Il y a une limite souple de 30% qui peut être légèrement dépassée, mais il faudra vraiment le justifier. Donc,
En lien avec ce que je viens de vous dire avant sur le fait qu'il faut connaître votre état des lieux avant de mettre en œuvre votre projet, vous ne pourrez pas avoir de projet centré sur les actions de recherche fondamentale ou d'acquisition de connaissances. C'est-à-dire que puisqu'on va chercher un peu à mettre en œuvre une solution, il faut que votre solution soit déjà sortie de la charge de recherche, la phase de recherche fondamentale. Et également, puisque votre état des lieux doit être connu, vous ne pourrez pas financer de l'acquisition de connaissances, il faut vraiment faire cette étape-là avant le dépôt de votre projet. Et il faut que l'impact soit à minimum, pas uniquement pour vous, pour vos acteurs, mais qu'il puisse bénéficier à d'autres acteurs que vous et votre pôle de consortium, que votre consortium. Donc, maintenant que je vous ai un peu décrit qu'est-ce qu'un projet live, comment il se construit, pardon, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des domaines d'intervention, en fait, de comment, une fois que vous avez le texte de l'appel à projet devant vous, comment on sait dans quel sous-programme inscrire votre projet, etc. Donc, pour chacun des volets, donc climat, nature, biodiversité, économie circulaire et qualité de vie, le volet énergie, j'y reviendrai par la suite, vous allez avoir une liste de thèmes qui va être publiée dans l'appel à projet de l'année. Donc, les thèmes, c'est ce que j'ai mis en gras sur ma page. Donc, par exemple, actions visant à soutenir la gestion de l'eau. Et dans chacun de ces thèmes, vous allez avoir des domaines d'intervention, donc une liste de domaines d'intervention. Donc, par exemple, pour le thème solutions d'adaptation pour l'agriculture et la sylviculture, l'un des domaines d'intervention, c'est promouvoir la transition vers des technologies économes en eau. Voilà. C'est donc, si votre projet s'inscrit dans ce domaine d'intervention-là et que vos impacts, la plus-value environnementale que vous cherchez à avoir à la fin de votre projet, c'est celle de ce domaine d'intervention, vous pourrez inscrire votre projet dans le volet climat. Donc pour ça, il y a beaucoup de domaines d'intervention par volet. Donc à ce niveau de détail-là, je vous invite à vraiment, si le fonctionnement global du programme Live vous parle, à vous référer au texte des appels à projets pour voir si votre solution rentre effectivement dans les domaines d'intervention couverts par le programme, sachant qu'ils sont très vastes et qui couvrent vraiment énormément de thématiques, mais il faut vraiment trouver celle dans laquelle inscrire votre projet. C'est vraiment la première étape. Une fois que votre projet aura déjà commencé à un peu maturer et que vous aurez une idée de vers où aller. Donc, j'ai mis aussi à côté un exemple de projet qui n'est pas coordonné par un acteur français, mais dans lequel des acteurs français sont impliqués, sur l'exemple que je viens de vous donner, donc la technologie économe en eau dans le domaine de l'agriculture. Pour ce qui est du volet économie circulaire et qualité de vie, donc pareil, on a plusieurs thèmes. Donc, dans l'économie circulaire, on a certains thèmes. Dans la pollution, la lutte contre les pollutions, la gestion durable, on a des thèmes aussi. Et donc, tous ces thèmes sont ensuite déclinés en domaines d'intervention. Et donc, c'est dans ces domaines d'intervention-là qu'il va falloir vous inscrire dans le cadre de votre projet. Mais sachez que dans le domaine économie circulaire, qualité de vie et dans le domaine climat, il y a un thème entier qui regroupe la gestion de l'eau, la gestion de la ressource en eau, la lutte contre la pollution de l'eau, le traitement de l'eau, etc. Donc, dans ces deux volets-là, il y a vraiment toute une thématique qui englobe l'eau. Et donc, pour donner deux autres exemples autres, donc ça, c'est des projets français autres que le projet que je vous ai déjà présenté précédemment. Par exemple, le projet Life Riwa, qui cherche à limiter les prélèvements d'eau douce en développant l'eau recyclée à usage multiple. Voilà, donc c'est quelques exemples de projets, mais je vous indiquerai par la suite ou si vous avez d'autres besoin de trouver d'autres exemples de projets ou comment chercher dans la base de données les projets Life ou la retrouver, puisque en fait les exemples de projets, c'est vraiment ça qui peut servir le mieux à illustrer, à comprendre la logique d'un projet Life, à comprendre comment le pôle de partenaires peut ensemble résoudre ce problème initialement trouvé. Enfin, voilà, c'est vraiment les exemples de projets, c'est probablement la chose la plus concrète qu'on puisse donner pour illustrer le programme Life. Je vais rapidement revenir aussi sur le volet nature et biodiversité et sur le volet énergie. Donc, le volet nature et biodiversité, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pour la conservation des espèces ou des habitats naturels. C'est un volet où il y a effectivement plus d'acteurs publics qui se tournent vers ce volet-là, mais il y a également certaines entreprises qui arrivent à y trouver un objectif. Donc là, c'est un exemple d'entreprise qui a candidaté au programme Life Nature et Biodiversité
Et c'était donc Naval Group qui a fait un projet pour réduire la perte de biodiversité causée par les collisions entre navires et cétacés. Donc voilà, on a un projet qui a été financé en 2021 sur cette thématique-là, donc avec la mise en place de systèmes liés à des capteurs et à de l'intelligence artificielle, donc pour atteindre cet objectif-là de réduction de la perte de la biodiversité, avec des objectifs chiffrés, comme je l'ai dit précédemment, dont un est cité ici, mais il y en avait également d'autres. Et un gros projet à presque 7 millions d'euros, subventionné à 60% par Life. Donc maintenant, pour ce qui est du volet énergie. Le volet énergie fonctionne un peu différemment. Là, il va vraiment y avoir des appels prescriptifs. Donc là, vous avez les 12 appels de l'année à venir, qui ont chacun leurs règles et leurs... donc, ils ont des règles sur le budget, ils ont des règles sur le consortium, et ils ont un attendu assez précis des actions à mettre en œuvre dans le cadre de ces appels énergie. Donc, il faut vraiment se référer de manière très prescriptive aux appels de l'année, à leurs règles. Par exemple, il y a des règles sur le consortium, le pôle de consortium. Pour certains appels à projets du volet énergie, il faut candidater avec 3 pays minimum dans le consortium, pas pour tous. Vous allez aussi avoir des règles sur le budget. Parfois, il va y avoir un budget maximum imposé pour ces projets-là. Mais en contrepartie, vous allez pouvoir avoir un cofinancement qui va aller jusqu'à 95% de votre projet dans le volet énergie. Donc voilà, c'est un volet qui a sa manière de fonctionner un peu différente, mais avec un cofinancement plus important que sur les autres projets où, je le rappelle, il est de 60%. Donc la liste est indiquée ici. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà, vous avez un peu le panel, notamment sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments, sur la transition énergétique et les énergies renouvelables, etc. Très rapidement, pour présenter les critères d'évaluation d'un projet LIFE, vous avez donc 4 critères qui vont être évalués, qui ont chacun un critère d'évaluation de 20 sur, donc à la fin, on va avoir un score maximum de 90, pardon, puisque un des critères est coefficient 1,5, c'est donc le critère de l'impact. Donc, c'est comme je vous le disais là qu'il est très important d'avoir des impacts chiffrés, mesurables, que vous pourrez mesurer à la fin de votre projet. Donc en fait, c'est vraiment là-dessus que va être évalué votre projet, c'est quels sont les impacts que vous annoncez à la fin de votre projet et qu'est-ce qui les rend crédibles, etc. Il y a également un un critère sur la pertinence de votre projet. Donc ça, c'est justement comment est-ce que vous avez réussi à relier votre projet à l'un des domaines d'intervention du programme et comment vous allez permettre de répondre à cet objectif-là. Un critère sur la qualité et un critère sur les ressources, donc la cohérence entre le budget, les moyens mis en œuvre, les actions et l'impact et vos objectifs annoncés. Donc, pour chacun de ces critères, il faut un score minimum de 10. Et donc, en plus, il faut au total passer la barre d'admissibilité de 55. Sachant que pour tous les volets, sauf le volet énergie, vous avez aussi des points bonus. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais par exemple, si vous avez, donc, hors volet énergie, une coopération transnationale avec un autre pays qui est vraiment justifié et qui a une plus-value réelle dans le cadre de votre projet, vous pourrez avoir un point bonus qui vous permettra potentiellement de passer la barre, non, justement, pas de passer la barre, non, mais d'avoir une meilleure note dans votre projet et donc de passer au-dessus de certains projets grâce à ces points bonus. Et pour finir, donc, sur le calendrier 2025, donc, comme je vous l'ai dit, chaque année, on a une publication des appels à projets qui se fait au printemps et clôture à l'automne. Donc cette année, les appels ont été publiés le 24 avril 2025 et clôtureront le 23 septembre 2025 pour l'ensemble des sous-volets, donc climat, nature, biodiversité, économie circulaire et qualité de vie et énergie. Ensuite, donc, les résultats vous seront communiqués entre février et avril 2026 en fonction des volets. Donc là, vous rentrerez, si vous êtes lauréat, en phase de préparation des conventions de subvention et avec un nom. Généralement, on conseille aux porteurs de projet d'avoir en tête que la date de démarrage conseillée se fait en septembre de l'année d'après le dépôt. Ça peut commencer parfois à l'été, mais voilà. Pour que
personne ne soit surpris dans le mauvais sens, on conseille d'avoir en tête septembre de l'année d'après, en sachant que c'est vraiment la période d'éligibilité des dépenses, c'est le démarrage de votre projet. Donc, vous ne pourrez pas commencer d'action avant d'avoir votre date officielle de démarrage de projet. Et donc, voilà, ouais, je vous ai également remis les enveloppes indicatives 2025 pour tous les volets, sachant que, enfin, voilà, c'est les enveloppes pour les projets uniquement d'action standard. Voilà pour la présentation de la 2025. Donc, j'aurai une deuxième intervention sur le pilotage de l'AIF au niveau national, comment le ministère peut vous accompagner, quels sont un peu les conseils par rapport à, enfin, pourquoi est-ce qu'on met en œuvre tout cet accompagnement ministériel et quels sont les conseils qu'on peut vous donner, mais on y reviendra par la suite. Merci beaucoup, Madame.